majeurs du début de ce XXIe siècle, celui de la lutte contre le changement climatique et celui de la nutrition. Et vous savez qu'on ne pouvait pas prévoir le changement climatique. Voilà. Donc, voilà. Cette révolution agricole prend appui sur 3 pieds. Le numérique, la robotique et la génétique. Voilà. L'alimentation française, la plus reconnue au niveau mondial pour sa qualité, pour sa sécurité sanitaire et pour son goût, parce que nos industries agroalimentaires ont toujours su innover et se positionner parmi les leaders mondiaux. Il n'y a pas un mot sur les paysans. Pas un mot. Est-ce qu'on peut prendre l'argent sans suivre les directives? Ça va être compliqué, mais dans ce cas-là, il faut aller braquer le coffre. Hein. Oui. Directement. Non, mais tout à fait, oui. Et la vraie question qu'il y a derrière ça, et il faut qu'on se la pose, c'est est-ce qu'il y a de la compatibilité entre l'agriculture 4.0 que nous propose Macron et le progrès d'agriculture paysanne qu'on porte? Eh ben non. Non, non. Dans le livre La reprendre la terre aux machines, nous on dit il faut installer 1 million de paysans. Aujourd'hui, bon an mal an, ils s'en installent 150 000 par an. Hein, donc vous voyez le chemin. Mais on a dans la tête que installer 1 million de paysans aujourd'hui, c'est installer des mecs pour bosser comme des forçats. Et que la perspective, c'est pas 1 million de paysans, c'est 10% de la population à la production. Et c'est seulement si effectivement on recrée une société rurale avec ces 10% de population à la production que, 1, l'alimentation sera de qualité, que 2, les conditions de vie et de travail des paysans seront supportables, et que 3, les paysans, effectivement, auront un revenu. Et donc je conclurai en disant que le complexe agro-industriel est l'ennemi des paysans et des consommateurs, et qu'il faut qu'on l'abatte. Voilà. Bon. Et ben voilà. C'est le moment des questions-réponses. Voilà, c'est bien. Ou du débat, hein, d'ailleurs, hein, là-dessus. Oui, tout à fait. Comment? On n'a pas parlé de l'agri-voltaïque. Pardon? Ah oui, Les agrivoltaïques, ils ont une l'agrivoltaïsme. À la... Non, on parle d'agrivoltaïque. Oui, bah c'est ce que comment notre ami futur ex-présidente de la FNSEA explique en parlant des énergiculteurs. Le méthane aussi. Hein? C'est avec le méthane. Oui, oui. Donc elle a une vision beaucoup plus large des choses, parce qu'il y a l'agrivoltaïsme, mais il y a également la méthanisation. La manière dont elle a, elle, de poser la question, c'est que ça permet effectivement un revenu supplémentaire aux paysans qui exonère de se poser la question de la rémunération des producteurs. Aussi bien l'agrivoltaïsme que la méthanisation, ça pose au moins une question, c'est que dans tous les cas, les paysans qui ont recours à ce type de production ont un contrat avec EDF blindé sur 20 ans. Et que donc ces gens-là, en termes de revenus, ils sont assis, je ne veux pas dire sur un pont d'or, hein, mais en tous les cas sur un revenu garanti pendant 20 ans. Eh bien, que voulez-vous qu'ils aient à foutre de la rémunération de leurs produits agricoles? Et on constate que, alors, pour l'agrivoltaïsme, on n'a pas beaucoup d'informations, mais que pour la méthanisation, dans le Finistère, notre copain Jean-Claude, hein, aussi. Voilà, vous avez des producteurs de lait, puisque c'est quand même un peu là que se trouvent les méthanisateurs, arrêtent la production laitière. D'une part pour les contraintes, d'autre part pour l'insécurité de revenus, et finalement mettent ça en culture et donc touchent les primes PAC, et puis ont leur revenu assuré par... Et la conséquence de ça, c'est que ça crée 2 types d'agriculture. Ceux qui ont accès par des financements à ce type de modèle de production d'énergie, et ceux qui n'y ont pas accès. Si vous regardez dans le paysage des exploitations agricoles dans lesquelles vous avez soit de l'agrivoltaïque, soit de la méthanisation, ce ne sont que de grosses exploitations agricoles, jamais sur de la petite exploitation agricole. Ça veut dire qu'on continue, effectivement, par ce cycle d'investissement, d'accentuer la rupture entre les paysans. Un certain nombre vont rester liés aux fluctuations du marché des cours mondiaux pour les produits, et les autres vont être effectivement installés dans une rente qui leur permettra effectivement de survivre, et les autres disparaîtront, et on sait comment ça se termine. Dans ce cas-là, l'exploitation des uns va gonfler l'exploitation des autres. Voilà.
C'est quoi qu'on appelle une grosse, pardon, une grosse, Ah. entre petit et gros, quand vous faites la différence, c'est quoi? Compliqué, ça. Il y a ce qu'on appelle les fermes-usines, ça tout le monde voit ce que c'est. Hein, c'est quand on est en dehors d'une gestion familiale des trucs. Vous aviez en production laitière les 1000 vaches là, qui ont capoté en Picardie. Vous avez dans la région de Centre-Bretagne les volaillers à je ne sais plus combien de volailles. Et puis vous avez les producteurs de porc à plus de grosses exploitations. On va dire 250 truies. Pardon ? Ça dépend quelle production aussi. Alors ça dépend aussi des productions, mais globalement 250, 300 hectares avec une production animale en plus. Voilà. Mais même plus petit, c'est déjà gros. Ça dépend si c'est un maraîchage, par exemple, déjà à 15 On a- hectares, c'est oui. beau. On a du mal. Et en suragriculture, maintenant, c'est dans l'heure, par exemple, c'est des fermes qui arrivent maintenant à 700, 800, 1000 hectares. Ouais. Quoi. Avec un mec et 2 salariés, quoi, et Ouais. encore intérimaire. Quoi. On voulait juste dire, il y a eu un moment aussi, l'époque du remembrement, Ouais. qui a tué quand même pas mal le monde paysan. Bah ça c'est les lois dans le 1960. Hein. Au moment où effectivement, L'exploration dans les petites, au moment où il a fallu, on a mis du VD pour faire partir les paysans. pour faire passer les tracteurs. On a regardé, on a restructuré les exploitations, on a créé des routes pour effectivement passer le matériel agricole. Donc tout à fait. Mais le remembrement, c'est un des éléments qui était prévu dans les lois de 60 pour l'avancée de l'industrialisation de l'agriculture. Tout à fait. Ouais. On a du mal à voir entre les petits paysans, moi je ne sais pas ce que c'est un petit paysan, à part un petit paysan maraîcher bio dans un coin, et les gros. Nous on est autour de Saint-Mingran, on a 2-3 gros industriels, pour moi c'est des industriels qui font du porc, La volaille. du veau, de la volaille, Et bien sûr, les panneaux. ils ont tous les hangars couverts de panneaux solaires. Et ils font de la méthanisation. Ils ont fait une énorme usine en plus de Oui, voilà. Gervier. En fait, c'est une famille qui est de fils avec une dizaine d'ouvriers agricoles. C'est une vraie usine. Ils ont fait une réunion il y a 2 ans d'information pour une usine à gaz là. Et on a des amis qui sont allés pour dénoncer un peu ça. Tu as des ouvriers agricoles qui sont venus, qui ont cogné la copine, ils ont viré, la réunion a été annulée, le maire a soutenu ces paysans en fermant le café pour pas qu'on puisse se réunir dans le jour ou dans le noir, dehors, et puis voilà. Et voilà, ils contrôlent ça. Nous, on a eu des problèmes avec des ouvriers agricoles qui soutiennent totalement leurs gros industriels, là. Et ils nous ont arraché un poteau électrique, ils ont tué notre chien, ils ont arraché la ligne téléphonique, mais c'est vrai. Et quand j'ai chopé un paysan qui fait partie du même consortium, il m'a dit c'est pas possible, les routes sont de plus en plus petites. J'ai dit non, c'est des engins de plus en plus gros. Voilà. Il avait arraché la ligne, il dit c'est pas moi, j'ai dû l'arrêter, le bloquer avec un bâton pour qu'il grimpe décrocher la ligne. Alors j'ai du mal à distinguer des petits paysans, parce que moi j'en connais pas, si on avait des bons copains qui sont partis, mais que pour moi ces paysans-là, pour moi c'est pas des paysans, quoi. C'est vraiment. Alors, je comprends, en plus celui-là il gagne de l'argent, il fait partie de la FSEA, il est un des coordinateurs du SPACE à Rennes, là, et il se promène partout, et quand il y a les manifestations de paysans, c'est ces ouvriers avec les tracteurs qui viennent bloquer Rennes. Voilà. Et moi on les connaît, et quand tu dénonces ça dans une réunion où il y a le maire et tout ça, les mecs ils s'énervent, ouais, tu comprends pas, mon patron il gagne pas d'argent et tout, quoi. Et puis toi, tu as peur, ils menacent, hein, on a été menacés. C'est violent. Hein. Donc, ce genre de paysans, pour moi, c'est pas des paysans. Hein. Alors, j'ai du mal à trouver le petit paysan sympa, qui serait bien un petit peu là. Et il y en a, j'en connais, on en connaît très bien. Mais en général, tous ceux qu'on connaît dans le coin, là, Pays de Rennes et tout ça, les gros laitiers, pour moi, c'est vraiment de la merde. Quoi. Il faut les virer. C'est vraiment des ordures. C'est du capitalisme agricole, quoi. Et les ouvriers, là-dedans, sont pris, c'est des esclaves. Et on voit un mec, tous les matins et le soir, il rentre, il va bosser en vélo, quoi. Comme dans les années 50, quoi. Et il va de ferme en ferme. Il va de ferme en ferme. Journalier. Et le patron, Crépel, quand ils ont tué mon chien, je suis allé le voir. Ils t'accueillent avec le café, tout sympa, très moderne. Hein. Les jeunes, ils ont fait. Alors, j'avais une question, j'arrête sur le truc. Mais par exemple, tu n'as pas parlé une seule fois des chambres d'agriculture. Non, ça fait pas. Chambre d'agriculture, si tu veux, ça fait partie des outils
maîtrisés par la FNSEA, qui sont le relais technique de la mise en place du modèle agro-industriel. Où c'est vrai que j'aurais pu les nommer en tant que tels, mais il y a un moment, je dis, et tous leurs affidés, voilà, les chambres d'agriculture sont dans... Sur ce que tu dis par rapport à le camarade Crépel, là je me rappelle qu'on l'a décoré il y a 20 ans comme premier intégrateur français en cochon. Et on s'était fait culbuter par la voiture de son fils, qui doit maintenant être aux affaires. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. Mais lui, il ne revendique pas le statut de paysan. Hein. Non, Si tu lui dis qu'il est paysan, il doit se fâcher. Ouais. Il est exploitant agricole. Même plus, non, maintenant il est agro-manager. Il a même des élevages en Hongrie, en Roumanie. Oui, oui. Et quand tu regardes sur son site, quand on avait eu des problèmes il y a 5-6 ans, juste avant le Covid, c'était un petit paysan qui a buvé dans une petite ferme qu'on connaît bien, qui avec un petit four à pain. C'était une image des années 52. Ouais. Enfin, c'était le truc. Mais alors qu'on voyait à côté les trucs, en plus les odeurs et tout, on a dit, oh non, les mecs, ils sont... C'est ça qui est un peu difficile à... Des gens comme Crépel, ils ont effectivement un gros centre sur Saint-Main-Saint-Onin, hein, mais ils ont également en Poitou-Charentes, effectivement, et ils font du trafic, pas du trafic, mais ils roulent du lisier de Saint-Main jusque dans leur ferme du Poitou, parce que les plans d'épandage, ça devient ça maintenant aujourd'hui. Et concrètement aussi, par rapport au truc de méthanisation aussi, ce dont on n'a pas parlé, c'est les conséquences concrètes du quotidien. C'est des circulations de camions en continu. Il faut imaginer ce que ça peut être de vivre dans ce genre de zone et là, au niveau pollution, ce que ça peut représenter. L'achat des terres aussi. Ouais, que ce soit l'achat des terres, aussi la destruction de la qualité des sols, parce que moi je discutais avec un agriculteur donc, qui me disait qu'au lieu de faire en fait un engrais vert, en fait il faisait un dérobé, puis en fait toute la matière organique qui devrait aller dans le sol pour le nourrir, bah, ça part en méthanisateur. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Ça va être interdit, ça Ça n'a pas été. Non, c'est pas interdit. C'est en expansion. Ah non, les cipons aujourd'hui, non, je crois que les cipons, c'est culture intermédiaire, piège à nitrate. Aujourd'hui, ils sont autorisés dans les méthanisateurs. Ouais. Mais c'est pareil, il y a la règle des 10% de culture que tu peux mettre dans le méthanisateur. Aujourd'hui, il y a une fédération des méthanisateurs qui fait du lobbying auprès du ministère pour faire sauter cette règle-là. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage dans la région de Hambourg en Allemagne, où effectivement les exploitations agricoles, c'était fini. C'est-à-dire que c'était de la betterave, du blé et du maïs, et tout allait dans le méthanisateur. Et voilà, c'est... Et une autre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les digestats utilisés comme fertilisants, une des caractéristiques de la méthanisation, c'est qu'elle transforme l'azote nitrique en azote ammoniacal. Donc l'azote ammoniacal est directement assimilable. C'est-à-dire que quand tu épands les digestats, tu as une partie de l'azote ammoniacal qui file directement dans l'atmosphère. Et si tu n'as pas de plantes sur le sol, ben, l'azote ammoniacal, il file directement dans les nappes. Mais je veux dire que la recherche est moins en avance sur ces questions-là qu'elle ne l'était. Mais aujourd'hui, les choses commencent effectivement à avancer. Et autant la méthanisation, lorsqu'elle était raisonnée au niveau d'une exploitation agricole, ça pouvait s'entendre. Aujourd'hui, vous avez des gens, il y a une méthanisation à Montauban de Bretagne, vous avez des gens de BD qui emmènent leur fumier dans le méthanisateur pour récupérer du digestat. Tu te dis, mais dans quel monde on vit, quoi. Il avait qu'à le mettre dans son champ. Pourquoi est-ce qu'il passe dans le... Après, tu emmènes fumier, c'est-à-dire un amendement, quelque chose qui améliore le sol, et tu ressors quelque chose qui est plus proche de l'engrais. C'est quelque chose qui fait juste nourrir la plante. Tout à fait. Ouais, qui en plus du coup tue le sol si justement il n'y a pas non seulement de matière organique déjà dans le sol, que le sol est pourvu, et en plus il n'y a pas de plantes en culture à ce moment-là. Absolument. Et moi ça me donne envie de repartir juste sur la question de la taille des exploitations, parce que moi je viens de passer 3 ans et demi en fait en arboriculture fruitière, donc c'était du verger industriel quoi. Et c'était un verger de 40 hectares. Donc moi j'ai été salarié pendant 3 ans et demi. Et c'est pareil, c'est assez étouffant parce qu'il n'y a jamais le temps de tout faire. C'est toujours la course, etc. Dieu merci, il y a de la mécanisation parce que sinon justement ça s'en sortirait pas. Et puis on parlait justement des nouveaux installés, comment dire, en verger de production. Là c'était du cidricole.
Et apparemment, les mecs, ils sont partis à planter 100 hectares, ou alors en tout cas, ils plantent par 40 hectares d'un coup, 50 hectares, avec 3 planteuses qui plantent 4 ans de chaque côté d'un coup. Enfin voilà, quoi, c'est pareil, c'est la course aux investissements et à la rentabilité, mais c'est le mirage encore et toujours, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà, juste pour dire ça. Moi, je me posais une question concernant la mise en place de la SSA et des 10% de la population qui est productrice d'alimentation. Dans les perspectives de s'organiser pour mettre ça en place, en fait, je ne comprends pas trop quelles sont les perspectives avec le constat de faiblesse des assos comme Terre de Liens de reprise foncière. En fait, je ne comprends pas. Si de manière institutionnelle, on a, avec les moyens qu'on avait de reprise de terre, on n'est pas assez en capacité de reprendre ces terres-là, comment est-ce qu'on reprend les terres en fait pour avoir la capacité de produire de l'alimentation et de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation? Parce que ça, c'est une manière, à mon avis, d'aborder la question. L'autre manière, c'est de se dire la mise en place de la sécurité sociale de l'alimentation va générer chez les paysans des modifications de comportement au regard de leur pratique agricole, parce qu'effectivement, la rémunération du travail fait sera assurée par la SSA. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si tu vends, je crois aujourd'hui, le litre de lait doit être à production à 40 ou 45 centimes à peu près, je pense. Je sais plus. Tu sais plus non plus. Ben non, c'est ça, les retraités, c'est mal informé. Ben, en gros, c'est un truc de genre là. C'est aussi la mise en place lors de la délibération sur le conventionnement. Si la population décide de dire, nous, on veut des produits laitiers, la rémunération du paysan doit effectivement dépendre de ce qu'on achètera, et donc le prix du lait sera fixé. Allez, au lieu de 0,4, ça va être 0,8, j'en sais rien, ou 1 euro le litre de lait. Si tu veux, le comportement, alors avec des conditions de production, bien entendu, c'est-à-dire qu'on dira c'est des produits sans additifs, c'est des produits non transformés, c'est du lait cru, enfin bref, voilà un certain nombre de choses, c'est une exploitation conduite en bio, ou on va dire en agriculture paysanne, enfin un certain nombre de contraintes. Le paysan n'a pas vocation à avoir des milliers d'hectares pour obtenir un revenu, puisqu'il l'aura sur, effectivement, la production d'aliments de qualité à destination de la population. C'est juste pour donner une ordre d'idée quand même. Parce que la PAC qui fournit quand même le revenu du paysan, c'est 9 milliards. Donc, si on fait la SSA, c'est 120 milliards. Ouais. Donc c'est 13 fois plus si je compte bien. Donc avec 120 milliards, il y a quand même de quoi faire une politique agricole qui tienne un peu plus la route. Moi j'ai l'impression que la question du copain devant c'était stratégiquement comment on met en place la SSA dans un contexte que tu nous as rappelé qui est terrible pour nous en termes de rapport de force. Le fait qu'on soit dans un local anarchiste, c'est bien, ça permet de traiter la question de rapport de force et comment on arrive à un truc dans un rapport de force comme ça, à part une situation révolutionnaire. Je sais pas, parce que la SSA c'est un peu proche de choses qui se sont mises en place, la Sécu, dans des situations quasi révolutionnaires d'éparpillement du pouvoir à la fin de la guerre par exemple, sur le truc. Et peut-être sur cette question stratégique, moi il y a un petit truc qui me manque dans ton constat, mais qui n'est pas du tout juste ton constat, parce que c'est juste un truc qui manque dans le constat général de partout, c'est la question environnementale qu'on a du mal à prendre en compte, sûrement par extrême angoisse collective. Mais le GIEC, par exemple, pour retenir que lui qui n'est pas un anarchiste, nous dit par exemple qu'en 2030, il y aurait un effondrement mondial du rendement agricole, pour ce qui nous concerne. Donc dans 2030, ça fait, si mes calculs sont bons, dans 7 ans. Et du coup, en fait, c'est un peu, comment on se positionne par rapport à ça. En fait, c'est quoi nos stratégies est-ce qu'à un moment, on arrive à se dire, bon, on ne sait pas ça va être quoi la situation, ne serait-ce dans 5 ans, ne serait-ce l'année prochaine, mais est-ce qu'à un moment, on fait des grands paris pour se dire, en fait, à quoi on se prépare et comment on arrive à nos objectifs, nos fameux objectifs et tout. Et je pense que dans les messages apportés, effectivement, si on veut dire qu'il y a 10% de la population qui doit revenir à l'agriculture, si on veut y arriver autrement que par une politique publique, tout d'un coup on a quelqu'un de super gentil qui arrive au pouvoir, c'est en fait peut-être de se dire, la question agricole c'est aussi la question urbaine, parce qu'en fait le jour où il n'y a plus d'agriculture, c'est juste les villes qui s'effondrent parce que les gens ne pourront plus manger, et notamment les classes populaires. Et en fait c'est à quel moment le tissu paysan qui est en train d'essayer difficilement de se reconstruire, arrive à se construire sur une base de faut qu'on crée des fermes qui soient capables d'accueillir dans des
conditions plus ou moins rapides et catastrophiques, une masse de gens qui à la fois vont plus avoir à manger et à la fois on va en avoir besoin parce qu'on aura besoin d'eux. C'est même pas qu'on aura le choix ou pas de faire de l'agriculture paysanne, c'est qu'en fait ça arrivera avec des grosses ruptures industrielles, etc., notamment pétrolières par exemple. Et de se dire en fait il faut que ces fermes-là elles soient capables d'accueillir ces gens-là pour recréer une société rurale qui arrivera, c'est une probabilité, je ne sais pas, mais d'un exode urbain plus ou moins violent, quoi. Et du coup, pour moi, il y a la question de comment les fermes sont dimensionnées et comment leur modèle éco peut marcher. Donc ça, c'est une question un peu interne au monde paysan. Et après, il y a une question politique et c'est mon dernier point, qui vient dire en fait à quel moment on prépare cette situation de choc en disant là, il faut vraiment refaire de la solidarité du commun entre classe populaire et milieu paysan. Et ça se prépare maintenant. Il faut vraiment qu'on se structure, notamment une jeune génération de paysans. Là, il faut absolument qu'on se politise assez fort et qu'on soit assez en lien, assez bras dessous ensemble pour essayer de porter ces messages, quoi. Question plus réponse du coup. Bah ouais, clairement, j'apporte des éléments et puis avoir créer le débat derrière, tu vois. Mais c'est cool de voir qu'il y a l'atelier paysan, il y a la conf jeune qui se crée et tout, qui font des organes intéressants. Mais enfin voilà, pour moi il y a ça qui justement doit rentrer dans ce débat-là un petit peu, dans une discussion sur aujourd'hui. Voilà. Mais sur la... Je crois qu'il y a au moins deux ou trois étages hein, par rapport à ta réponse. Il y a le fait du constat que les grandes transformations sont faites dans les moments de crise. La deuxième chose, c'est qu'on a des expériences de lutte gagnées. C'est pour ça qu'on parlait des OGM. Et que c'est dans cette disposition d'esprit qu'il fallait se mettre. C'est en termes de désobéissance civile, en termes de travail, d'enquête, de dénonciation de ce choses-là, qui est un travail à produire aujourd'hui. Sur la question de la, comment on appelle ça, des situations dramatiques qui permettent les grands changements, je pense qu'on n'en est pas loin. Quand j'ai dit 3 ans, je pense qu'on y sera. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que tu as un rapport de force permettant, sur un claquement de doigts, de mise en place et de la SSA et de la lutte contre les antennes 5G et compagnie, parce que à la limite, la première chose qu'il faudrait faire pour lutter contre les technologies en milieu agricole, c'est ça, de descendre toutes les antennes 5G, puisque c'est par là que va passer la technologie. Pour les fabriquer. Ou pas les fabriquer, d'accord, Oui, mais elles sont en place. Et avec le syndicalisme des travailleurs aussi. Aussi. De l'industrie et des services qui les fabriquent. On va passer commande auprès d'Extinction Rébellion. Voilà. Et donc, c'est l'ensemble de ces choses-là. Quand je vois les mobilisations sur les bassines, par exemple, qui sont des mobilisations, pour le coup, plus larges que les mobilisations paysannes. C'est-à-dire que tu as effectivement des paysans, et tu as beaucoup d'autres structures qui appellent à manifester, au regard de ce que représente l'accès à l'eau pour la totalité de la population, si tu veux. Donc la question des bassines, aujourd'hui dans la manière d'apprendre des choses, est centrale. Et je pense que l'État a bien compris les choses. Quand Darmanin nous traite d'éco-terroristes, c'est bien qu'il a compris, lui, que sur ces choses-là, il y a un combat fondamental qu'ils ne doivent pas perdre. Et nous, on pense que c'est un combat fondamental qu'on ne doit pas perdre non plus. Mais il traverse dans nos courants, encore aujourd'hui, des débats sur la violence ou non-violence dans ce bordel-là. Est-ce que couper une bâche, c'est violent, hein, ou est-ce que meuler un tuyau, c'est violent? Il y a un moment, il faudra aussi qu'on se mette d'accord entre nous et de dire la violence initiale, c'est quoi? Est-ce que c'est le mec qui vient avec sa meuleuse pour couper un tuyau ou avec un cutter pour couper une bâche? Ou est-ce que c'est les 20 paysans qui appréhendent la totalité du bassin d'eau de la région de Sainte-Soline au bénéfice de 20 paysans? Il faut qu'on arrive de renverser la culpabilité, mais il y a un vrai travail idéologique à produire là-dessus pour qu'effectivement on puisse avancer. Pour rebondir un petit peu sur les bassines, je ne sais pas si vous avez lu le rapport du BRGM, le saint rapport sur lequel s'appuient tous les défenseurs des bassines qui vont te dire mais le BRGM a produit de la science, c'est favorable pour l'agriculture et puis ça va permettre de s'adapter au changement climatique. Juste pour, si vous êtes confronté une fois à ce genre de gens, des éléments de réponse parce que ça m'a pris du temps de tout lire. Donc j'aimerais bien que ça serve aussi à d'autres gens comme moi. Donc ce rapport s'appuie sur les mesures de pluie de 2001 à 2011, quelque chose quand même d'assez éloigné de la situation qu'on va avoir, et la situation qu'il définit sur le remplissage des nappes,
est due aux nappes qui sont à cet endroit très précis d'une Marais Poitevin, qui se renouvellent très vite et qui sont de faible capacité. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un prend ça pour mettre le crédit sur la lutte anti-bassine générale, c'est pas gagné. Parce que s'il y a vraiment un seul endroit où les bassines pourraient être adaptées, ça serait juste là. Et encore, elles sont adaptées, enfin elles sont une adaptation au changement climatique parce que le cycle de l'eau a été accéléré par d'autres moyens qui sont drainage. Le Marais Poitevin, voilà, il a considérablement réduit en taille et c'était un espace de stockage de l'eau qui a été drainé pour faire aller cette eau à la mer finalement. Ce qu'on nous dit que maintenant c'est du gâchis. Donc il y a, je pense, sur la question des bassines, aussi la question qu'il faut apprendre à ralentir le cycle de l'eau. Enfin, pas apprendre, les solutions sont globalement là. Et quelle solution, là c'est ma question, quelle solution pourrait apporter l'agriculture paysanne en termes de ralentissement du cycle de l'eau, notamment sur la gestion des bassins versants parce que si on est sur une démocratisation de la production, on pourrait penser l'organisation productive. On peut aussi c'est vrai que c'était, je crois, en filigrane dans l'exposé, mais toutes ces régions-là sont devenues des régions de maïsiculture. Le maïs n'est pas une plante traditionnelle en Europe, enfin en France. C'est arrivé avec la modernisation, c'est-à-dire que quoi de plus facile pour une exploitation agricole, tu as 4 gros tracteurs, une grosse ensileuse, pouf, le maïs craque dans un tas, terminé, tes vaches, on va bouffer pour tout l'hiver. Voilà. On a aujourd'hui la preuve dans nos régions à nous, et aussi dans ces régions-là, régions d'élevage, que les gens qui sont en toute herbe et en pâturage sont les seuls à tirer un revenu du travail qu'ils produisent. Mais que tous les autres, effectivement, ont besoin de la béquille, ou c'est même plus une béquille, de la prothèse des aides publiques pour pouvoir avoir un revenu. Donc il y a aussi tout un travail de déconstruction du modèle industriel de production qu'on nous a mis dans la... Moi j'ai le souvenir quand j'étais au lycée agricole, donc vous voyez ça remonte aux années 60... Ouais, on ne va même pas en parler, ça va très loin. Où le maïs, à cette époque-là, était à peine, on en parlait à peine. C'était donc dans les années 70, tu vois, le début 70, on en parlait à peine. Et c'est arrivé comme une traînée de poudre. Tu vois, déjà en 76, quand je me suis installé, il y avait du maïs partout, quoi. Donc ça a été très très rapide. Mais on a un vrai travail de déconstruction sur le modèle de production, mais sur les conséquences de la monoculture sur le sol. Alors c'est vrai qu'on doit tenir le discours sur la maîtrise de l'eau, mais on a aussi des modèles. Il n'y aurait pas de maïs dans ces régions-là, on n'aurait pas besoin des bassines, si tu veux. Et donc le modèle de production est intimement lié à la manière dont on fait les choses. Et venir nous dire aujourd'hui que les bassines, c'est un outil de lutte contre la sécheresse, c'est surtout un outil de maintien de la production de maïs dans ces régions. Et donc... C'est Florence Sabet qui parlait de maladaptation. Une adaptation un petit peu comme du technosolutionnisme finalement. Voilà, c'est absolument du solutionnisme, voilà, tout à fait. Mais ça, on a passé l'histoire à le faire. Après, d'assécher des zones humides, que ce soit pour construire des villes, pour cultiver, etc., on a passé notre temps à le faire. Et en fait, il me semble que le pourtour méditerranéen, justement, s'il y a eu un assèchement, une fuite des argiles, etc., c'est non seulement à cause du travail du sol, aussi de l'assèchement des zones humides pour la culture ou l'établissement urbain. Du coup, on a un long passif au final de destruction de humides qui ont un rapport déjà avec le stockage d'eau, avec le stockage de carbone, avec la protection nécessairement de la biodiversité et tout ça. On a un lourd passif de ça qui, enfin je pense en tout cas, on devrait se mettre en grande route de réparer, mais c'est sûr qu'effectivement c'est un gros coup de massue sur l'agro-industrie et tout ce dont on vient de parler, quoi. Bataille de l'eau aussi avec Vittel et Vian qui achètent. Ça, c'est le problème de l'accès à l'eau. Oui, tout à fait. Moi j'avais une question sur le fameux rapport de force dont on a déjà bien évoqué dans la discussion pour faire advenir la SSA et la désescalade technologique notamment. Et je me demandais si tu pouvais parler un peu plus peut-être de l'action de l'atelier paysan, enfin qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre en ce moment à l'atelier paysan, peut-être s'il y a une dynamique à l'œuvre, sur comment l'atelier paysan compte faire émerger ce fameux rapport de force. Parce que du coup tu as parlé d'aspects alternatifs au sens des formations qui sont hyper qualitatives, etc. Je me demandais si l'atelier paysan, déjà via ce manifeste, le fait, bien entendu, mais
peut-être en ce moment, qu'est-ce qui est vivant à l'atelier paysan sur la construction de ce rapport de force-là, et même peut-être dans d'autres organisations militantes agricoles que tu connais, que je connais. Alors, à l'atelier paysan, ce qui est vivant là-dessus, c'est que les deux bouquins ont généré une demande importante de soirées comme cet après-midi, si tu veux, qui nous ont conduit à mettre en place ce qu'on appelle des journées de formation, qui sont donc c'est des cycles de 2 jours qui sont animés par l'atelier paysan, mais co-organisés avec les acteurs nos partenaires traditionnels, la Conf, les amis de la Conf, les CIVAM, enfin tout ce qu'il y a, la Terre de Liens et tous les copains. Le but recherché, c'est aussi la repolitisation des structures agricoles, parce que quand même le constat, c'est que nous y compris, on a abandonné le débat idéologique pendant des années, et le constat de ça, c'est qu'il faut absolument recréer ce débat politique et ce débat idéologique pour pouvoir reconstruire un rapport de force, et avec des paysans et structures agricoles, mais aussi avec des partenaires autres. Et dans ces journées de formation, généralement, elles sont ouvertes à des acteurs des centres sociaux, à des acteurs comme, comment ça s'appelle, les organisations syndicales, type des choses comme ça, si tu veux, qui permettent effectivement d'avoir c'est généralement autour de la question alimentaire que les choses se posent, parce qu'effectivement, c'est le croisement de nos intérêts de paysans et des intérêts des citoyens. C'est là que les choses se passent. Et donc, on est dans cette dynamique-là qui est, en gros, 1 fois par mois, un peu partout en France, tu as des formations de ce type-là, qui se terminent toujours en disant, maintenant, comment est-ce qu'on fait émerger à l'issue de ces 2 journées, une organisation qui permette de porter le débat et de porter les choses plus loin. Donc ça, c'est en cours pas d'organisation, en cours de réalisation, puisque ça fonctionne. Mais on est au début de la marche, tu vois. C'est pour ça que quand tu disais, on a 3 ans devant nous, je suis d'accord avec toi. Hein, mais vraisemblablement, l'échéance de la dégradation ultime des choses sera le moment où il faudra être prêt pour une alternative. Ça, c'est clair. Mais ça va être compliqué parce que la concentration des terres a nécessité pour un certain nombre de paysans un recours à l'endettement massif. Et donc, tu ne déconstruis pas de manière aussi facile des choses qui ont été construites sur des décennies. Quel type d'accompagnement faudra mettre, effectivement, tout va bien. Notre ami Crépel, il faudra peut-être le prendre par les pieds si on veut qu'un jour il entende raison sur la redistribution de son domaine foncier et le fractionnement de ses porcheries pour qu'il y ait plusieurs paysans qui s'installent. Mais je pense qu'on ne passera pas à côté de choses de cette nature, c'est-à-dire de rapports violents à un moment donné, qui seront des rapports violents quand on aura réussi à faire effectivement... à rééquilibrer un peu le rapport de force. Alors moi, justement, c'est une question que je voulais poser, parce que tu disais qu'il faudrait, possiblement dans les années qui viennent, à peu près 10% de la population active qui soit paysanne. Le copain tout à l'heure disait que dans les années qui viennent, avec la chute des rendements agricoles et puis vraisemblablement un exode urbain important, une désurbanisation qui risque d'arriver, le fait que les gens n'arrivent plus à se nourrir, des gens reviendront possiblement à la terre. Est-ce qu'il y a une réflexion globale sur la notion de propriété privée, en fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle implique, de comment il va falloir s'en ressaisir, de quelle façon, en fait, on apporte ces questions-là, effectivement, de se réapproprier le commun, en fait, le fait qu'il y ait des structures comme les États, les banques, tu parles beaucoup d'agro-industrie, qui se soient finalement accaparés ces moyens de production et de subsistance même en fait de l'humanité et des travailleurs. Voilà, enfin, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné aussi se poser cette question-là de à qui appartient la terre, de ce qu'on souhaite en faire, est-ce qu'on souhaite en faire des supports de panneaux photovoltaïques effectivement, d'énormes usines à méthanisation pour produire de l'énergie, pour aller alimenter une machine qui elle-même s'auto-entretient dans une fuite en avant qui génère toujours plus
de difficultés et de problèmes alors qu'elle est censée répondre, enfin ces technologies-là sont censées répondre aux problèmes qu'elles ont elles-mêmes générés à l'origine. Je pense qu'il faut adresser ces questions-là d'un point de vue effectivement assez politique au global et pas que du point de vue de la paysannerie, parce qu'aujourd'hui je comprends qu'il reste 390 000, je crois, enfin moins de 500 000 paysans en tout cas en France. 386 000. D'ailleurs, enfin, moi je me pose la question un petit peu de comment est-ce que, même du point de vue corporatiste en fait, comment est-ce que cette profession-là, elle a accepté finalement, enfin, accepté un peu contrainte